Oui, je vais commencer par remercier d'abord tous ceux qui ont voulu participer à ce webinaire. En premier lieu, Bertrand, mais aussi Alexandra, Yves Stervino, qui a eu l'idée de permettre à un certain nombre de personnes, aux praticiens qui nous écoutent, de converser, de discuter, d'essayer d'apporter aussi un certain nombre de solutions relatives à cette période un petit peu particulière de coronavirus. Merci à tous. C'est un succès d'ores et déjà, puisque vous avez compris, plus de 100 personnes se sont dit intéressées par cette formule. C'est la raison aussi pour laquelle, et je voudrais m'en excuser d'ores et déjà, vous n'aurez pas la possibilité de discuter, de dialoguer. Vous comprenez qu'à 100 personnes, on n'a pas la possibilité de faire comme si on était les uns en face des autres, y compris lors d'une conférence. Mais en tout cas, ça nous conforte dans l'idée que c'est une formule qui, si le confinement devait se prolonger, va être susceptible d'être renouvelée pour ensuite évoquer d'autres questions que celles qui seront traitées ensemble à l'occasion de ce premier essai. Alors effectivement, pour les assemblées générales qui ont d'ores et déjà été convoquées, quelle est la difficulté? Alors la difficulté qui m'a été soulignée à plusieurs reprises et encore à plusieurs moments dans la matinée, c'est le fait de savoir quelle est la marche à suivre, quelle est la démarche pour le syndic de copropriété notamment. Que doit-il faire face à une assemblée générale qui n'a pas pu se tenir à raison du confinement? Il existe effectivement une interrogation qui est liée à ce que j'avais pu il y a quelques jours écrire, notamment sur un réseau social via les informations rapides de la copropriété, le fait de rédiger ce que j'avais appelé un procès-verbal de carence, c'est-à-dire d'acter dans un document le fait que l'Assemblée générale n'ait pas pu se tenir, faute bien sûr de participants. Alors certains m'ont dit ça n'est pas nécessairement un procès-verbal d'Assemblée générale dans la mesure où on n'est pas dans les conditions prévues par le décret de 1967 sur les différentes mentions obligatoires, par exemple. Mais au-delà de la formulation, je pense que procès-verbal de carence, tel que je l'ai appelé, certains ont évoqué également la notion de constat de carence. Je dirais peu importe la formulation, il s'agit de déterminer à un instant T qu'une assemblée générale n'a pas pu valablement se tenir et qu'il n'en est ressorti aucune résolution. Les conditions posées par les textes ne sont pas remplies. Les circonstances sont effectivement exceptionnelles. Le fait que j'ai appelé ça PV de carence pouvait avoir comme finalement finalité le fait d'indiquer sur le registre des procès-verbaux tenus par le syndic en exercice que cette assemblée… Bonjour Bertrand. Ça y est, on a réussi. Bon. Et le fait donc, que cette assemblée générale n'a pas pu se tenir, mais qu'on ait une trace dans le registre des PV, de telle manière qu'on puisse ensuite avoir une trace, montrer qu'à tel moment, à telle date, une assemblée générale n'a pas pu se tenir. Après, que les conditions ne soient pas remplies, est-ce que ça ouvre des voies de recours? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on ne va pas notifier non plus ce PV de carence à tout le monde. On va simplement l'acter. Certains syndics ont eu l'idée d'envoyer des courriers aux copropriétaires, ce que je pense être aussi une solution envisageable. Il n'y a aucune difficulté. Alors, on m'a posé la question, à travers les questions qui avaient été envoyées par mail, est-ce qu'il faut indiquer le procès-verbal de carence ou l'équivalent au registre national des copropriétés? Je ne pense pas. Ça n'est pas dans les informations à communiquer. On doit communiquer le procès-verbal, effectivement, d'Assemblée générale dans certaines hypothèses, mais ici, je ne pense pas. On est dans des situations, encore une fois, exceptionnelles. Je pense qu'il faut adapter les textes en fonction de ce qui s'est passé. Et on va le voir. Je vais vous en parler tout de suite, même si je sais que certaines questions vont être évoquées dans un instant. Sur le registre de la copropriété, Jean-Marc, de mémoire, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais à l'époque où je l'avais fait, il ne me semblait pas qu'il y avait de possibilité de pouvoir uploader un document supplémentaire, si ce n'est le règlement de copropriété qu'on devait transmettre. Mais je ne crois pas qu'il y ait un endroit particulier où on puisse mettre, par exemple, un PV de carence, si c'est la question. Si vous voulez réagir, d'ailleurs, là j'ai 5 questions, je vais les traiter au fur et à mesure. Si vous voulez réagir, vous pouvez, si vous avez des informations. On en revanche, oui, il y a un PV qu'on est susceptible de donner, de communiquer au registre national des copropriétés. Le PV de nomination.
le syndic de copropriété. Justement, la difficulté à laquelle on se heurte, et on verra justement, c'est l'une des questions qui va être abordée au cours de ce webinaire, c'est l'impossibilité de désigner un syndic de copropriété. Mais on va le voir à travers le texte qui est paru aujourd'hui au journal officiel, puisque ça y est, une ordonnance est intervenue pour régler un certain nombre de difficultés, pas toutes, bien entendu, et elles vont venir, je pense, aussi au fil de l'eau, mais on a un texte maintenant qui nous donne la marche à suivre, qui nous donne les indications principales sur les questions qu'on s'est posées sur l'impossibilité de désigner un syndic de copropriété lorsque ce syndic voit son mandat arriver à expiration. Là, j'ai effectivement une participante qui m'a envoyé une question en 2 étapes. La première étape, c'est « Bonjour, en lisant l'ordonnance ce matin, je comprends que… » Et la suite, dans le deuxième message, la prise d'effet des nouveaux contrats devra intervenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit 24 mai, plus 6 mois, donc au plus tard le 24 novembre. En conséquence, les AG pourraient être convoqués jusqu'au 24 novembre. Alors, voilà, on va rentrer dans les détails. Si vous me le permettez, je vais lire également, j'ai le texte sous les yeux. Alors attention, parce qu'il y a… Juste Jean-Marc, pour finir sur le PV de carence, on est bien d'accord qu'on est dans un cas où un syndic fait un PV de carence pour laisser une trace écrite officielle. C'est pas le PV de carence, on en discutait tout à l'heure, d'un officier ministériel qui ne peut pas signer parce qu'un acquéreur ne vient pas, par exemple. On est juste dans le cadre de laisser une trace officielle et pour pouvoir la porter au registre de délibération. Mais exactement. Ça se limite à ça. Ça se limite à ça. Ça n'est qu'un élément de preuve. Une question m'avait été posée également hier sur les conséquences que pouvait avoir ce PV de carence, les vertus peut-être exonératoire en termes de responsabilité. Je dirais qu'on n'a même pas de question à se poser de ce point de vue-là, pour une fois. Dans la mesure où le syndic n'est pas à l'origine de la difficulté, il a été réactif. On verra qu'il faudra qu'il soit réactif pour d'autres situations qui sont susceptibles de se poser actuellement en raison justement du confinement. Mais ça, c'est un autre problème. On n'a pas ici de vertu exonératoire à donner au PV de carence, simplement pour montrer qu'une assemblée générale qui devait se tenir à l'instant T n'a pas pu délibérer faute de combattants. Alors, l'ordonnance que l'on a commencé à évoquer, c'est une ordonnance donc, du 25 mars 2020 qui a été donc promulguée hier, publiée au JO d'aujourd'hui. Et je voudrais attirer votre attention sur 2 articles de l'ordonnance. L'article 1er qui nous dit que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, donc ce qui nous intéresse, pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré. Je vous rappelle que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré par une loi du 23 mars 2020, publiée au JO du 24, et les textes qui sont publiés au JO entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au JO, c'est-à-dire le 25. Le deuxième article qui nous intéresse, et c'est celui sur lequel on va discuter, je pense, pendant un petit moment, c'est l'article 22 de cette ordonnance du 25 mars 2020. Cet article 22 nous dit la chose suivante. Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et 1214 du Code civil et de la loi du 10 juillet 65. Je reviendrai très rapidement sur les dispositions du Code civil dans un instant. Le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er de l'ordonnance est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine Assemblée générale des copropriétaires. Donc, on nous dit que le contrat de syndic concerné par l'ordonnance est celui qui expire ou a déjà expiré pendant la période définie à l'article 1er de cette ordonnance. Article 1er, je vous le rappelle, qui nous dit que cela concerne la période entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence. Donc, ce n'est pas la date de cessation qui compte, même si elle est importante pour calculer un délai, mais c'est 1 mois après. J'ai pris un exemple concrètement. On a le 12 mars qui est le point de départ de cette période. La date d'arrivée, c'est la date de l'expiration de l'état d'urgence sanitaire tel qu'il est aujourd'hui. Il est tout à fait possible qu'on ait une prorogation de cet état d'urgence
on semble s'y diriger tout droit, mais pour l'instant, on n'a rien de spécial. Donc, ça voudrait dire que l'état d'urgence sanitaire prendrait fin le 25 mai de cette année. 25 mai plus un mois, ça fait 25 juin. 25 juin, on peut convoquer les assemblées générales entre le 25 mai et le 25 décembre. C'est l'interprétation que j'ai de mon côté. Si quelqu'un a une façon différente de calculer, je suis prêt à l'écouter. Il est tout à fait possible que je me trompe. Et attention, il y a deux délais avec des points de départ différents. Le premier délai, c'est celui qui permet la prorogation des contrats de syndic. Le contrat de syndic, il est prorogé automatiquement si on se trouve dans la période d'expiration entre le 12 mars 2020 et un mois après la cessation de l'état d'urgence. Donc, pour moi, pour le moment, j'ai calculé, c'était le 25 mai. Et ensuite, lorsqu'on a dans cette période une convocation d'une assemblée générale, cette assemblée générale peut, d'après moi, se tenir jusqu'au 25 décembre, puisque c'est généralement à la date de l'assemblée générale, la date qui désigne le syndic, que le contrat de syndic prend effet. Donc là, j'aurais tendance à penser que c'est jusqu'au 25 décembre, sauf prorogation, puisqu'on peut très bien imaginer qu'il y ait une prorogation. La loi du 23 mars 2020 a prévu qu'on pouvait proroger l'état d'urgence sanitaire par une loi. Autant la cessation, on espère tous, mais la cessation anticipée de l'état d'urgence sanitaire peut intervenir par décret en Conseil des ministres. C'est ce que nous dit la loi du 23 mars. En revanche, pour ce qui est de la prorogation, c'est ce que nous dit l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue initialement ne peut être autorisée que par une loi. Donc, pour le moment, cette loi n'étant pas intervenue, la prorogation n'étant pas intervenue, pour moi, on s'arrête. La date de la cessation de l'état d'urgence, c'est peut-être pas le 25 mai, mais le 24 mai, puisqu'on n'a pas besoin. Alors, j'ai Isoline qui est participante qui nous précise, selon le site viepublique.fr, l'état d'urgence sanitaire est déclaré jusqu'au 24 mai. Oui, jusqu'au 24 mai, parce qu'on n'a pas besoin effectivement d'un texte qui dit la fin de l'état d'urgence, c'est le 24 mai, effectivement. Donc 24 mai, ça veut dire 24 décembre. 6 mois. Ok. Dans le même esprit, nous avons une intervention. Voilà. Alors là, on revient un petit peu en arrière sur le PV de carence. Enfin, ça concerne le thème du PV de carence. Donc, on a une participante, Emmanuelle, qui nous précise: bonjour, pour l'annulation des AG, ne faut-il pas se reporter à l'article 7 de l'ordonnance indiquant d'informer les propriétaires par tout moyen 3 jours ouvrés avant la date? Je rejoins, il me semble, l'avis donné. Le PV de carence n'est pas conforme puisqu'il ne correspond pas au cas du Covid. Il s'agirait donc uniquement de faire de la communication. Oui, encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur l'expression, pour moi, PV de carence. J'ai utilisé le PV de carence parce que c'est effectivement quelque chose qu'on utilise généralement dans le cadre des réunions qui ne peuvent pas se tenir. On le voit également pour les réunions, notamment en droit des sociétés. Mais il ne faut pas considérer que c'est un PV au sens où le statut de la copropriété l'entend. Pour moi, c'est quelque chose qui doit permettre d'acter que l'Assemblée générale n'a pas pu effectivement se réunir. Moi, je le comprends dans l'intervention qui a été faite, que je viens de lire, je le comprends comme la première chose, c'est d'établir le PV de carence, pourquoi pas, on peut le faire, ça sert de trace, ça sert de preuve, c'est rattaché à la vie de la copropriété. L'idée étant qu'il faut essentiellement derrière, et je pense que c'est un peu ça le sens de l'intervention, communiquer cette information, communiquer l'annulation, communiquer la carence et le faire en amont, avant la date qui était prévue. Oui, disons qu'il est toujours, et là, il n'y a pas de forme prévue non plus. Ça n'est pas une notification encore au sens de l'article 64 du décret 67. Ça signifie qu'on va informer les copropriétaires par lettre simple, éventuellement par mail, pourquoi pas. Là, on n'a pas de forme. Pour moi, il n'y a pas de forme particulière, dans la mesure où on est dans une situation exceptionnelle. À qui le nommé des dispositions du décret 67, le syndic porterait grief. Encore une fois, on est dans une situation qui ne permet pas de fait de se réunir, et dans la mesure où le syndic de copropriété est toujours en exercice, parce que c'est ce qui ressort de l'article 22 de l'ordonnance d'hier,
on a la possibilité de reconvoquer une assemblée générale. Et là, Oui, bien on a eu sûr. des questions. On évoquait ces questions d'ailleurs avec Bertrand tout à l'heure en aparté. Les questions qu'on nous a posées sont les questions qui sont les questions légitimes des syndics de copropriété. On nous dit qu'il faut convoquer, on pourra convoquer une autre assemblée générale. De quelle manière? L'assemblée générale va être convoquée d'une manière tout à fait orthodoxe, en ce sens que il faut prendre ça comme une nouvelle assemblée générale de copropriétaires. Ça signifie qu'il faudra respecter les canons de l'exercice, à savoir le respect du délai de 21 jours. Il s'agit d'une nouvelle assemblée générale, donc ça veut dire qu'il faudra notifier à nouveau les documents qui avaient été notifiés au départ si les assemblées générales avaient fait l'objet d'une convocation. Il y aura un ordre du jour qui n'est pas nécessairement l'ordre du jour initial de la copropriété. C'est une nouvelle assemblée générale pour moi. Là, j'interviens. Si, dans la mesure où c'est exactement les mêmes points à l'ordre du jour, les mêmes résolutions, qu'il n'y a aucune variation entre l'assemblée qui a été convoquée et l'assemblée à venir qui va être tenue, doit-on réellement envoyer la totalité des documents, mis à part le fait éventuellement des sessions intervenues entre-temps et des nouveaux copropriétaires qui n'auraient pas été convoqués. Mais mis à part ça, doit-on réellement tout renvoyer, toute l'alias? Pour moi, c'est une nouvelle assemblée générale. Oui, oui, je comprends. Mais pour une nouvelle assemblée générale, on doit respecter les conditions de l'article 11 du décret de 1967. On a convoqué une assemblée générale à une date déterminée. Cette assemblée générale n'a pas pu se tenir, donc c'est une nouvelle assemblée générale qui va devoir se réunir. À ma connaissance, le seul texte qui prévoit une dérogation, et il va être supprimé d'ailleurs au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance Elan, mais ça on en reparlera tout à l'heure, c'est l'article 25.1 de la loi de 1965. Lorsqu'on convoque une assemblée générale dans les 3 mois, vous savez, la situation prévue par l'article 25.1 alinéa 2, lorsqu'on n'a pas eu le tiers des voix de tous les copropriétaires, on peut reconvoquer une assemblée générale dans les 3 mois avec un délai de convocation réduit, 8 jours, et avec une dispense des notifications effectuées lors de la première assemblée générale. Mais pour moi, c'est une nouvelle assemblée générale qui doit se réunir. On n'est pas dans les conditions de l'article 25.1. Le principe qu'on connaît d'interprétation stricte des exceptions, pour moi, implique qu'on doive convoquer avec les mêmes documents, mais ces documents qui doivent joindre cette convocation, puisque la convocation, elle, a expiré. L'Assemblée générale ne s'est pas tenue. C'est une nouvelle convocation et c'est la raison pour laquelle aussi on pourrait très bien imaginer un ordre du jour légèrement différent, c'est-à-dire un ordre du jour qui puisse être amendé de certaines questions qui n'ont pas été évoquées lors de la première convocation, mais justement parce que ces questions peuvent être liées à une situation qui est née depuis le confinement de tout le monde. Ça m'était déjà arrivé de par le passé d'avoir une convocation et d'avoir éventuellement un oubli, un point supplémentaire et de faire un complément par voie de recommandé, comme la convocation initiale. Là, effectivement, la date n'avait pas changé, mais je n'avais pas renvoyé tous les documents. Je m'étais contenté uniquement d'apporter un complément d'information. Si effectivement, si le délai est suffisant pour permettre d'ajouter une question à l'ordre du jour, ça, on est toujours en mesure de le faire. Là, la date de la réunion prévue initialement est passée, donc pour moi, c'est une nouvelle assemblée générale. Oui. Et j'en profite parce qu'une question m'avait été posée également ce matin par un praticien, à savoir, est-ce que, sachant que l'ordonnance est intervenue malgré tout, sachant que le syndic est toujours en exercice, il sera toujours en exercice dans un mois par exemple, est-ce que dans un mois, je peux convoquer une classe? Alors qu'on est toujours en confinement, on croise les doigts, mais bon, a priori, c'est parti pour durer un petit peu. Imaginons qu'on soit toujours en confinement dans un mois. Je suis toujours syndic grâce à l'ordonnance. Est-ce que je peux convoquer aujourd'hui, dans un mois, l'Assemblée générale pour une période qui sera après l'état d'urgence sanitaire? J'aurais tendance à penser que oui, exactement. Voilà, exactement comme lorsque on était dans une situation, on en avait parlé d'ailleurs avec Bertrand, la semaine dernière, donc avant que l'ordonnance n'intervienne, on a toujours la possibilité pour un syndic de copropriété, ça vous le savez tous, de convoquer l'Assemblée générale pour une période beaucoup plus longue que celle qui est prévue, le délai de 21 jours. Sauf que ici, si le syndic est toujours en exercice au moment où l'Assemblée générale se réunit, plus on allonge la période entre la convocation et la réunion de l'Assemblée générale, plus on se ferme la porte à des possibilités d'ajouter des questions à l'ordre du jour si finalement, au bout du compte, on arrive à une période où ce complément à l'ordre du jour n'est pas susceptible d'intervenir.
Alors, le compteur des questions-réponses augmente, Jean-Marc, puisque nous avons 17 questions. Je vois, pour changer légèrement de thème, et de toute façon, il faudra qu'on revienne sur les différents éléments. Donc, Alexandre nous demande qui prendra en charge l'ensemble des frais administratifs. Le syndic à nouveau, point d'interrogation. Moi, je me permets de répondre. À mon sens, c'est une charge du syndicat. Tout à fait. Le Tout à syndic fait. est totalement étranger à. Je ne sais pas si vous avez le même point de vue, mais. Oui, non, bien sûr, le cas de force majeure, c'est vrai qu'on l'évoque pour un certain nombre de situations actuelles. On l'a vu notamment dans les contrats qui sont conclus par les entreprises de BTP, par exemple, ou pour des entreprises tout à fait classiques qui ne peuvent pas livrer, faute de pouvoir produire ou faute de pouvoir avoir des livreurs. Je pense qu'on est exactement dans cette situation-là de force majeure. Une situation de force majeure, ça s'impose à la personne qui est en charge d'un certain nombre d'obligations. On est dans une deuxième assemblée générale, mais une assemblée générale, encore une fois, qui sera parfaitement classique, qui n'aura aucune espèce de connotation péjorative. Le syndic n'a pas pu convoquer. Oui, il n'a pas pu convoquer parce que au départ, c'est une situation qui s'est imposée à lui. Donc, il n'y a pas d'idée non plus de responsabilité, de dommages, d'indemnisation du Non, on est syndic bien sur envers la les force syndicats majeure. ou envers les copropriétaires. On est bien dans une dépense relative, et je rappelle l'article 10, alinéa 2 de la loi de 1965, conservation, entretien, administration des parties communes. C'est le syndicat des copropriétaires qui va assumer la charge de ces frais, et donc ça se répartira entre tous les copropriétaires au prorata de leur tantième. Alors, la première question de cette session à 2h03, on nous demandait, Karine nous demandait, devons-nous établir des PV de carence pour les AG convoqués, mais annulés? C'est la situation qu'on a évoquée. Je ne pense pas que la situation soit différente de l'Assemblée générale qui était programmée, mais qui n'avait pas encore été convoquée. Donc, je pense que la question appelle la même réponse. Bien. Eh ben, on a 22 questions et je remercie d'avance les participants de leur patience à attendre la réponse. Alors Jean-Marc, on peut peut-être dérouler à ce moment-là les questions, comme ça Alors, on diminue un petit peu le nombre de… Oui, je voulais rebondir avant d'aborder les réponses. Je voulais rebondir sur une question qu'on m'a posée également ce matin, puisque vous avez vu qu'on me posait pas mal de questions, soit directement, soit par le biais des réseaux sociaux, pour les syndics dont le mandat a expiré avant le 12 mars. Je vais dire pas de chance, mais effectivement, on a un certain nombre de syndics qui, parce que le 12 mars, on était déjà dans une situation Oui. un petit peu floue. On avait des recommandations disant il vaut mieux éviter de se réunir, etc. Vous avez peut-être eu des réunions professionnelles, notamment annulées en raison des précautions que certains prenaient, et a priori à juste titre. Donc, comment ça se passe pour les syndics dont le mandat est expiré avant le 12 mars? Donc, des syndics, vous avez compris, qui ont décidé, parfois d'ailleurs en concertation avec les copropriétaires et le conseil syndical, de ne pas tenir l'assemblée générale qui avait été programmée. Et donc là, comme ces syndics-là ne sont pas dans la période qui est visée par l'ordonnance, le mandat arrivera à expiration à la date prévue initialement. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, les syndicats de copropriétaires seront dépourvus de syndic et il faudra recourir aux moyens du droit commun du statut de la copropriété. Je vous rappelle qu'il y en a principalement deux aujourd'hui, soit la possibilité pour un copropriétaire qui se porterait volontaire de convoquer l'Assemblée générale en vertu de l'article 17, alinéa 4 de la loi de 1965. C'est quelque chose qu'on fait généralement dans les petites ou moyennes copropriétés. On le fait généralement en concertation, d'ailleurs, en partenariat avec le syndic de copropriété, qui fournira les adresses, qui fournira, je dirais aussi la logistique parfois, pour que ce copropriétaire puisse procéder aux convocations d'assemblée générale qui visera à désigner le syndic de la copropriété. L'autre moyen de droit commun, celui qu'on connaît tous, c'est l'article 47 du décret de 1967,
qui permet à tout intéressé, et quand je dis tout intéressé, ça peut être notamment le syndic sortant, ça peut être tout copropriétaire, de saisir le président du tribunal judiciaire aujourd'hui pour désigner un administrateur provisoire qui sera chargé de convoquer l'Assemblée générale lorsqu'elle pourra se tenir, bien entendu, en vue de désigner le syndic de copropriété. L'avantage ici étant que l'administrateur provisoire pourra, dans l'intervalle, gérer la copropriété, puisque la personne qui sera désignée pour convoquer l'Assemblée générale peut se voir également octroyer par le juge, et c'est ce qu'on va demander notamment quand on va saisir l'autorité judiciaire, demander de faire en sorte que le syndicat des copropriétaires soit géré. Avec une question qui n'est pas résolue, et j'ai évoqué la question avec un praticien, avec un avocat ce matin, c'est qu'un certain nombre de tribunaux sont hors d'état de fonctionner. On n'a pas la possibilité de déposer la moindre requête auprès de certains tribunaux, ce qui fait que globalement, on est bloqué tant que le fonctionnement de la machine judiciaire n'est pas reparti. Alors, Jean-Marc, il y a deux questions qui concernent un petit peu, on a le compteur à 24, il y a deux questions qui concernent toujours les frais de reprographie. Olivier nous précise qui paye les frais de reconvocation de l'AG. On a abordé le sujet. L'assurance du SDC peut-elle prendre en charge ce coût? Alors, est-ce que dans le contrat d'assurance, en même temps que je pose la question, j'y raisonne, est-ce que dans le contrat d'assurance, on peut faire prendre en charge les frais, sachant qu'il y a des interventions que je vais lire après, certains ont bien précisé, je suis d'accord pour la réponse, c'est-à-dire que les frais administratifs sont à charge du syndicat pour la partie des frais postaux, mais Oui. les frais de reprographie reste bien à charge du syndic, puisque de toute façon, c'est dans le contrat Allure et que la reprographie est prise en charge par le syndic. Donc là, effectivement, il y a une perte. D'ailleurs, cette perte, puisqu'elle est, je raisonne en direct, puisqu'elle est rattachée au syndic, je ne vois pas pourquoi l'assurance du syndicat des copropriétaires interviendrait là-dessus. Après, l'assurance du syndicat des copropriétaires peut-elle intervenir sur les frais postaux? Je ne suis pas sûr que peut-être que ça peut être pris en charge. Après, est-ce qu'il y a réellement une pertinence à demander une indemnisation pour certaines copropriétés? Il peut y avoir 700 € de frais de poste, mais il y en a aussi beaucoup où les frais sont beaucoup plus restreints. Donc, je ne suis pas sûr. Je pense que là, c'est surtout à voir au cas par cas. Mais je ne suis pas sûr que de saisir la compagnie d'assurance pour ça soit utile pour le syndicat. Oui, d'autant que le premier réflexe, comme généralement en matière d'assurance, c'est de consulter le contrat pour voir les clauses d'exclusion de garantie ou les clauses de couverture du risque garanti. En revanche, on le voit pour certaines situations particulières qui empêchent une assemblée générale de se réunir. Est-ce qu'il faut malgré tout faire jouer l'assurance du syndicat des copropriétaires? Vous savez qu'il y aura suffisamment d'ailleurs de jeux des compagnies d'assurance pour résoudre des sinistres peut-être un peu plus importants. Est-ce que ça je vaut la peine de m'amuse saisir beaucoup la parce compagnie que je le dis à tous les participants, je lis les questions et j'en fais une synthèse, tout au moins je tâche d'en faire une synthèse pour appeler la réponse de Jean-Marc Roux. Et je m'amuse beaucoup parce que je vois que même les participants sont en train de se répondre entre eux, ce qui est assez plaisant. Donc, sur ce même sujet de l'assurance, Agnès répond, pour l'assurance, cela va être difficile car le dommage réclamé par les assureurs n'est pas prévu. Voilà. Et Olivier, qui intervenait tout à l'heure pour poser la question, savoir si c'était pris effectivement en considération dans le cadre d'une déclaration à l'assurance, nous précise quelque chose d'important que je n'avais pas à l'époque. Pour une AG, c'est 31 807 €. Donc effectivement, pour 31 000 €, eh ben, peut-être qu'on peut faire jouer la compagnie d'assurance. Là, ça commence à devenir plus que pertinent. C'est une belle copropriété apparemment. J'imagine. Ouais, j'imagine. 31 000 €. Encore faut-il que, comme je le disais, il faut que ce soit pris en compte dans les circonstances qui sont couvertes par le contrat. Bien sûr. Alors, je vais reprendre peut-être, à moins que Jean-Marc, vous vouliez prendre la parole sur d'autres sujets, mais ce que je propose, c'est d'aller directement aux questions. Oui, alors, la dernière chose à laquelle je pense, puisque j'avais évoqué rapidement la question, j'avais ouvert en tout cas la question tout à l'heure, on vise
dans l'article 22 de l'ordonnance d'hier, les articles 1102 et 1214 du Code civil. De quoi s'agit-il? Il s'agit des articles qui visent, l'un, la liberté contractuelle qui ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Là, on aurait effectivement une décision d'Assemblée générale et un contrat qui serait conclu en dehors des hypothèses classiques prévues par la loi de 1965, mais l'ordonnance permet d'y déroger. Et c'est surtout l'article 204 sur lequel je voulais insister, qui évoque le renouvellement du mandat de syndic. Plus exactement, le renouvellement du contrat qui n'est pas le renouvellement du mandat de syndic. L'article 1214 alinéa 2 nous dit le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent, mais dont la durée est indéterminée. C'est bien par dérogation à cette disposition-là que l'on va considérer que le contrat de syndic continue de produire ses effets. Ça n'est pas un contrat renouvelé au sens classique du terme, au sens du Code civil, c'est un contrat qui voit son échéance repoussée jusqu'au, on l'a dit, 24 décembre de cette année. Donc, ça n'est pas un nouveau contrat qui naît au profit du syndic de copropriété à l'égard du syndicat des copropriétaires, c'est bien le même contrat qui continue aux mêmes conditions, mais avec une date d'échéance repoussée jusqu'à la date qu'on a indiquée tout à l'heure. J'ai une intervention intéressante qu'on doit effectivement intégrer, c'est que Colette nous dit il faudra aussi prendre en compte dans cette convocation les demandes de mise à l'ordre du jour qui sont parvenues au syndic entre-temps, enfin sous-entendu entre-temps. Bien sûr. Je crois que je connais Colette et je lui fais de gros bisous d'ailleurs. Mais oui, effectivement, il s'agit du droit commun. Le droit commun de la copropriété continue de s'appliquer. Je l'évoquais tout à l'heure pour la convocation de la nouvelle Assemblée générale. C'est la même chose également pour toutes les questions qui seraient évoquées par les copropriétaires envoyées. Alors, si on a accès, bien entendu, au service de la Poste, puisque vous savez que certains bureaux de poste aujourd'hui sont fermés, certains fonctionnent avec un délai réduit dans la semaine ou dans la journée. Mais effectivement, si on peut envoyer une lettre recommandée, parce que n'oubliez pas qu'il faut le faire, il faut notifier au syndic de copropriété la demande d'inscription en ordre du jour par lettre recommandée avec demande de réception ou lettre recommandée électronique. Si on a accès effectivement au service de la Poste ou à un service qui permet de délivrer une lettre recommandée électronique, on peut bien entendu demander au syndic de copropriété de faire en sorte que la prochaine Assemblée générale puisse comporter la question qu'on a souhaité poser aux copropriétaires. Ok. Alors, on a… Je continue, je vais les prendre. Alors, il y a une question qui est une question d'ordre budgétaire. C'est la deuxième question qui avait été posée dans le cadre de la session. Bonjour, budget dépassé. Jean-Noël nous dit bonjour, budget dépassé sur 2019. Pas d'AG à cause de Covid-19. Puis-je appeler une avance correspondant à la régularisation qui sera votée en AG? Je pense que oui, c'est le mécanisme classique de réajustement d'un budget d'une période à l'autre. Alors moi, j'ai envie de dire, en fait, ce que je comprends de la question, c'est que le budget de fonctionnement a été dépassé. Donc finalement, il y a eu plus de dépenses que de sommes appelées au budget. Il y a peut-être donc une difficulté de trésorerie. Et la question qui est posée, c'est comment on peut réagir. J'oserais dire, il y a le droit et les faits. Oui. Ça m'est déjà arrivé de par le passé d'avoir des difficultés et d'appeler un fonds de réserve que je faisais ratifier après à l'Assemblée. C'est peut-être pas une solution ultra rigoureuse parce que normalement toutes les sommes appelées devraient avoir une justification décisionnelle par l'Assemblée générale, mais vu les circonstances, il faut bien trouver des solutions et surtout avoir une trésorerie qui permette d'honorer notamment on va dire les factures de première nécessité, tout au moins ce qu'on est obligé de payer aujourd'hui. Oui, parce que la question qui est posée rebondit sur un autre aspect qui est directement en lien avec celle-ci, c'est quid du budget prévisionnel, puisque, on l'a compris, l'Assemblée générale qui devait se réunir et qui n'a pas pu, ou les prochaines Assemblées générales qui vont devoir se réunir, qui devaient se réunir jusqu'à la période de fin de l'état d'urgence sanitaire, faisait qu'on devait non seulement approuver les comptes,
de l'année qui s'était écoulée, mais approuver également le budget prévisionnel pour l'année future. Dans cette hypothèse-là, le budget prévisionnel ne peut pas être voté dans des conditions normales. Je pense que à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, vous évoquiez ce décalage entre le droit et les faits. Je dois ajouter aussi, mais ça vous savez, que la loi de 1965, depuis la loi Allure, interdit expressément à un syndic de faire des avances de fonds. Et donc, le seul moyen d'arriver à une situation viable, c'est de procéder à un appel de fonds exceptionnel. D'autant que c'est la conséquence aussi directement de l'ordonnance. L'ordonnance a dit, vous êtes toujours syndic de copropriété, vous continuez, vous avez la possibilité de gérer, d'administrer la copropriété. C'est noir sur blanc dans le rapport qui a été rendu au président de la République, le rapport de l'ordonnance d'hier, puisque si vous allez sur les J-France, vous regardez dans la publication au JO d'aujourd'hui, vous avez non seulement le texte de l'ordonnance, mais le rapport au président de la République avec l'explication assez pédagogique de la raison d'être de telle ou telle disposition qui a été indiquée dans l'ordonnance. Et s'agissant de l'article 22 sur les contrats de syndic, il était spécifié noir sur blanc que cela permettait bien entendu aux syndicats des copropriétaires d'être pourvus d'un syndic, mais en vue d'administrer le syndicat. Administrer le syndicat, ça veut dire aussi l'administration financière, la gestion financière du syndicat. Et on rebondit là aussi sur la mission traditionnelle du syndic. Pour gérer financièrement, il faut faire des appels de fonds. L'appel de fonds ici sera exceptionnel et sera susceptible d'être validé en Assemblée générale lorsque celle-ci pourra effectivement se tenir. Alors, Geoffrey nous envoie donc une précision. Quid d'une prise en charge par l'assurance, on l'a vu, ou assurance du cabinet. Alors, il pose la question pour l'assurance du cabinet. Le débat est un peu identique. Est-ce qu'on va pouvoir solliciter l'assurance du cabinet de syndic? C'est un peu dans les mêmes circonstances. Des frais d'envoi d'une nouvelle convocation recommandés. Les copros vont demander, ça c'est intéressant, c'est nouveau, les copros vont demander, les copropriétaires vont demander des prises en charge par les cabinets en refusant de payer 2 fois les frais postaux, c'est certain. C'est vrai qu'il va y avoir des discussions, ça on ne peut pas le nier. Après, je pense que l'argument que vous avez donné, que vous avez élaboré tout à l'heure sur la force majeure est un élément fondamental. Oui, alors, j'ai vu des hypothèses, peut-être comme vous par le passé, où une assemblée générale ne s'était pas tenue en raison de la faute d'un syndic. Je pense à une situation que j'ai vue 2 ou 3 fois, le syndic de copropriété qui, lors de l'assemblée générale, estime à tort, puisque ça n'existe pas, qu'un quorum n'est pas atteint et donc dit aux copropriétaires, on n'a pas la possibilité de statuer, on n'est pas suffisamment nombreux, donc on va reporter la réunion et donc il faut convoquer une deuxième assemblée générale. Bien entendu, cette notion de quorum, on le sait, n'existe pas en copropriété et donc la deuxième assemblée générale qui s'est réunie, qui a dû être convoquée dans les formes et avec également des dépenses, bien entendu, occasionnées par cette deuxième réunion, seront prises en charge par le syndic de copropriété qui a commis une faute. S'il le fait spontanément, très bien. Autrement, j'ai vu des syndics condamnés en justice pour assumer les frais liés à cette nouvelle convocation qui n'avait pas lieu d'être. En revanche, on est encore une fois dans une situation exceptionnelle où on n'a pas pu, que ce soit juridiquement, parce que c'est interdit aussi, et matériellement réunir les copropriétaires. Donc, je pense que c'est malgré tout le syndicat des copropriétaires qui doit, même si c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à admettre, parce qu'on se dit que ça n'est pas normal, si je peux utiliser un terme qu'on va parfois entendre dans la bouche des copropriétaires, de devoir assumer une deuxième fois les dépenses, mais ça me semble malgré tout être un avatar des règles classiques de réunion des assemblées générales en copropriété. Et ne pas mettre ça sur la tête du syndic, ça me semble être aussi une chose tout à fait normale. Alors, j'ai Jérôme qui intervient et qui nous dit, dans l'hypothèse où l'on est dans le cadre d'une AG, donc on revient sur la convocation d'une nouvelle AG qui fait suite à celle qui n'a pas pu être tenue. Donc, dans l'hypothèse où l'on est dans le cadre d'une AG ordinaire qui n'a pu se tenir et que l'on convoque à nouveau, les pièces à annexer obligatoirement à la convocation, annexes comptables, etc., ont déjà été notifiées dans la première convocation
pas nécessaire donc de les renotifier. Hein, c'est un avis, un Ouais. avis. Chacun a le droit d'avoir ses avis. On l'a Ouais, mais abordé le sujet, mais je voulais apporter cet éclairage, voilà, qui est un petit peu nuancé par rapport à ce qu'on a dit nous. Hein. il y a quelqu'un ce matin qui a rappelé une règle. Je discutais avec lui sur la deuxième assemblée générale, qui avait eu une réflexion assez pertinente que je partage, qui avait dit, mais finalement, cette nouvelle assemblée générale, on doit la déconnecter de la première. Et il rappelait ce principe d'indépendance des assemblées générales. Encore une fois, si l'article 25.1, que je citais tout à l'heure, de la loi de 1965, prend le soin de préciser que pour cette deuxième assemblée générale, parce que c'est bien une nouvelle assemblée générale qui est réunie dans les 3 mois de la première, on est dispensé expressément par une disposition légale, encore une fois, de notifier aux copropriétaires les documents qui ont été notifiés au départ, si, bien entendu, l'ordre du jour est exactement le même. Ça veut dire qu'à contrario, je sais ce que certains pensent du raisonnement à contrario, il faut effectivement s'en méfier, mais là, je dirais qu'on est dans le cadre d'une disposition d'ordre public. L'article 25 de la loi, l'article 11 pardon, de la loi 65 est bien une disposition d'ordre public qui impose de notifier à peine de nullité, puisque je vous rappelle que la notification dans ces hypothèses-là, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est contrat, notamment contrat de syndic, doivent être notifiés pour la validité des décisions. On a un texte d'ordre public qui nous dit qu'il faut le faire. On a une dispense expresse dans l'article 25.1. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas visé par 25.1 ou par un autre texte particulier, et j'en connais pas, doit faire l'objet d'une nouvelle notification. Même si, encore une fois, dans les faits, les copropriétaires pourront estimer que ça n'est pas nécessaire parce que c'est la même assemblée générale ou en tout cas le même processus de décision avec exactement le même ordre du jour. Il ne faut pas oublier qu'on est face à un texte impératif qui nous dit il faut faire ça. C'est, pardonnez-moi l'expression, certains d'entre vous savent que je l'utilise de temps en temps, c'est bête et méchant. C'est il faut le faire parce qu'un texte impératif dit de le faire. Qu'il y ait des adaptations liées notamment aux considérations budgétaires, financières, les appels de fonds, on évoquera peut-être la trésorerie encore tout à l'heure. Bon, là, on doit faire avec parce que matériellement, on ne peut pas faire autrement. Ici, on a un texte qui nous dit clairement qu'il faut à peine de l'unité notifier un certain nombre de documents quand on convoque une assemblée générale. Donc, je pense qu'il faut le faire. Même si, pour encore une résumer fois, il faudra faire preuve de simplement, pédagogie auprès des copropriétaires. Parce que les copropriétaires, il faudra leur expliquer que le syndic devra payer une deuxième fois une convocation, éventuellement une location de salle, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais ça peut être le cas aussi. Il faudra qu'on envoie, et ça va alourdir le poids, c'est vrai que là, dans tous les sens du terme, de la lettre recommandée et du prix. Mais il faudra le refaire, parce qu'attention, on est à un risque de contentieux derrière. Alors Jean-Marc, on est dans un contexte où on est entre professionnels, on avise de la situation, mais c'est vrai qu'après la difficulté pour les syndics au quotidien, c'est de faire comprendre ça. Et on n'est pas à l'abri, on l'a vu tout à l'heure dans la participation et la précision qui a été faite, je crois, par Geoffrey. On n'est pas à l'abri d'avoir des copropriétaires qui, ne comprenant pas ces aspects-là, soient très demandeurs, un peu vindicatifs. Et voilà, ça, il va falloir que les professionnels de l'immobilier arrivent à le gérer, comme toujours. Et ce n'est pas forcément toujours évident d'expliquer que comme il n'y a pas d'exception dans la règle et qu'il n'y a pas d'exception, d'expliquer le raisonnement juridique et de le faire accepter par le copropriétaire. Parce que le copropriétaire, il peut très bien se dire, à l'inverse, il peut très bien se dire, ah bah moi j'ai lu, j'ai regardé sur Internet, j'ai lu et il n'y a rien qui précise qu'il faut, quand on reconvoque et qu'on change juste la date, il n'y a rien qui précise que effectivement on doit tout remettre. Et là, vous avez tout remis et ça nous a occasionné des frais. Ce sera de la négociation au cas par cas, je crois, après. Hein. En sachant malgré tout, avec un maximum de pédagogie. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le côté explicatif de la démarche. S'appuyer, montrer qu'il faut s'appuyer sur des textes. Il y a un texte
qui me semble clair, c'est l'article 11 qui prévoit la nécessité d'une notification à peine de nullité. Peut-être mettre l'accent, quand on explique ça au copropriétaire, que si jamais il prend à l'idée d'un des copropriétaires un peu procédurier, on va dire, pour être gentil, de demander la nullité d'une assemblée générale, il n'est pas dit qu'un juge n'annule pas une assemblée générale, même si cette deuxième convocation est effectuée dans des circonstances un petit peu particulières. Il y a aussi l'aspect, je dirais, rigoureux. On est, je pense que tous les participants le sont ici, on est entre professionnels. Un professionnel va être nécessairement passible d'une action en justice aussi, à titre personnel, si il fait droit à des revendications de copropriétaires, mais qui ne sont pas fondées nécessairement juridiquement. Est-ce qu'un juge peut statuer en équité? Non, on le sait. On ne peut pas tenir compte d'un certain nombre de circonstances qui assouplissent une règle, pardonnez-moi d'insister, mais d'ordre public. Donc, faire preuve de pédagogie, d'explication, mentionner éventuellement l'article 25.1 de la loi de 65 pour montrer qu'on a des situations qui donnent des cas particuliers, mais en revanche, dans le reste des hypothèses, il va falloir, d'après moi, respecter les conditions de l'article 11. Mais j'entends parfaitement disons les revendications, les remarques, les réserves de certains, mais je pense que malgré tout, on ne peut pas dire oui, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il va rien se passer parce que tout le monde sait qu'on était dans une période extrêmement particulière. Je ne prendrai pas le risque. Je comprends bien et je pense qu'on est plusieurs à le comprendre. Donc, ce que je propose, Jean-Marc, c'est qu'on continue de dérouler les questions. Bien sûr. Il y en avait 26, maintenant il y en a 27. Il y en a une qui est arrivée entre-temps. Et qu'on puisse après aborder d'autres questions, et notamment des questions qui nous ont été posées en amont de l'organisation suite à la communication qui a été faite sur LinkedIn notamment. Très bien. Donc, on a Isoline qui nous écrit et qui nous dit, en lisant l'ordonnance ce matin, je comprends que la prise d'effet des nouveaux contrats devra intervenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit 24 mai plus 6 mois, donc au plus tard 24 novembre. Alors, il y a peut-être la nuance du 25 que vous expliquiez tout à l'heure. En conséquence, les AG pourraient être convoqués jusqu'au 24 novembre. Le rapport de l'ordonnance prévoit la date du 31 décembre. Qu'en pensez-vous? Alors, je reprends, alors, à moins de m'être trompé, ce qui est parfaitement le cas, encore une fois. Ce qui peut être le cas. Il faut mettre en relation le texte de l'article 22 et celui de l'article 1er. Dans l'article 22, on nous dit le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er. La période définie à l'article 1er, c'est celle comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence. D'accord? Donc là, lorsque je vois le dernier alinéa de l'article 22, cette prise d'effet intervient au plus tard 6 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 1er. Dans le même ordre d'idée, on a Emmanuel qui pose la question, l'état d'urgence daté du 23 mars, pourquoi indiquer la date du 25 mai? Je crois que c'est la date… Alors, la date du 25, alors j'indiquais la date du 25 mai parce que l'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur le 25 mai. Loi du 23 mai, du 23 mars, JO du 24, rentrée en vigueur le 25. Un jour franc après, un jour 25 après mars. 25 mars, pardon. Vous avez dit 25 mai, donc 25 mars. On part du 25 mars. Pour 2 mois. Donc, je reviens pour 2 à ce mois, que je disais. Pardon, mais juste une précision. Donc, intervenu le 25 mars pour 2 mois, donc jusqu'au 25 mai. C'est ça l'idée? 25 mai, c'est ça. Alors, attendez, je relis en même temps que je vous parle. Cette prise d'effet intervient au plus tard 6 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionnée. La date de cessation de l'état d'urgence.
Et Colette nous précise que l'expiration du délai est le lendemain. Donc, en l'occurrence, si le délai expire le 25, c'est le 26. Alors, 25 mai. Si on fait partir ça de mai, d'accord, mais alors, attendez, je reprends encore une fois. Hein. Expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation d'état d'urgence. On peut parfaitement comprendre que la lecture ne soit pas forcément tout le temps évidente. Hein. Oui, non, mais le un contrat texte de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie promulgué à aujourd'hui. l'article 1er. L'article 1er fait référence aux syndics qui sont visés. Les syndics, ce sont ceux qui voient leur mandat arriver à expiration entre le 12 mars et le 25 juin. Là, on est d'accord. Et ensuite, on doit convoquer les AG entre le 25 mai on peut valablement mettre la 6 question mois, pardon. Ouais, non, mais vous avez raison. Non, mais madame a raison, je pense que c'est juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'ai dit une bêtise, effectivement. C'est le 25 novembre et pas le 25 décembre. Effectivement. C'est ça. Bon, parce que j'avais pris. Ça, il y a un décalage, il y a une différence entre les syndics qui sont concernés par la prorogation de leur mandat. C'est effectivement, là j'en suis sûr, 25 juin de cette année. Et le point de départ du moment où on peut convoquer les assemblées générales, c'est-à-dire à compter de la cessation de l'urgence, c'est du 25 mai également au 25 novembre. Effectivement. Pardon, c'est moi qui fais une bêtise. J'ai dit une bêtise. C'est ça. Alors, vous êtes totalement pardonné. Hein. Non, mais je sais pas. C'est du direct, c'est des textes qui sont nouveaux, chacun essaye de s'adapter à des mesures qui rajoutent de la difficulté. C'est logique, parce que ça veut dire que la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire étant le 25 mai ou le 24 mai, puisqu'encore une fois, on n'aura pas de texte qui vienne dire que l'état d'urgence cesse si on n'a pas de prorogation. Donc, si on a le 24 mai, si on compte 6 mois, ça veut dire que le syndic est nécessairement encore en fonction pendant 1 mois minimum, entre le moment où il retrouve la capacité à convoquer une assemblée générale et le moment où celle-ci peut se tenir, ce qui est parfaitement logique. Alors, François nous précise, apporte sa contribution, nous dit on peut déjà penser également que les copropriétaires nous demandent, au même titre qu'à divers prestataires, des réductions d'honoraires pour les services non rendus pendant la période de confinement. C'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on peut avoir ce type de réaction, bien qu'il y ait une ampleur sanitaire incroyable et des incidences financières incroyables. Ben, on peut effectivement être confronté à ce genre de choses, on l'imaginera facilement. Le plus important est de tenir l'AG prévu avec le même ordre du jour. Une assemblée AGX, assemblée générale supplémentaire, je pense, peut suivre pour les questions complémentaires. Bon, c'est plus une observation que… Il y a deux choses. Il y a la remarque sur les honoraires, j'y reviendrai dans un instant. Sur la deuxième remarque, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. L'ordre du jour peut être le même, mais encore une fois, il peut être amendé. On n'a pas besoin d'une assemblée générale supplémentaire pour prévoir un ordre du jour, d'après moi, supplémentaire, puisque s'agissant d'une nouvelle assemblée générale, on peut parfaitement convoquer l'Assemblée générale avec l'ordre du jour initial auquel on va ajouter d'autres ordres du jour. C'est une nouvelle Assemblée générale pour moi. Si c'est une nouvelle Assemblée générale, on n'a pas besoin de statuer par une AG sur la désignation du syndic et les questions qui avaient été posées, qui devaient être posées lors de l'Assemblée générale initiale qui n'a pas pu se tenir, et convoquer une deuxième Assemblée générale. Pour moi, on n'en a pas besoin. On peut ajouter purement et simplement à l'AG qui va pouvoir se dérouler convenablement après l'état d'urgence sanitaire, on peut ajouter à cet ordre du jour un ordre du jour complémentaire. Alors, s'agissant de la question des honoraires, c'est vrai que ça peut se négocier avec le syndic de copropriété, mais attention, on a un syndic de copropriété qui est toujours en place. L'ordonnance, d'ailleurs, l'a précisé. Qui est étranger à la cause. Si un problème se pose, par exemple, dans la copropriété, s'il y a des travaux urgents
qui doivent être réalisés par le syndic de copropriété, il sera là, il sera réactif, il devra effectuer les mêmes démarches que s'il n'y avait pas d'état d'urgence sanitaire. Maintenant, la question pratique, c'est est-ce qu'il va trouver des entreprises susceptibles de faire les travaux parce que, faute de salariés, faute de garantie d'une sécurité suffisante peut-être dans l'immeuble, j'en sais rien, mais le syndic de copropriété, il est toujours joignable, il est toujours en poste. Effectivement, il n'a pas parfois les moyens physiques, humains aussi, parce qu'une certaine catégorie de son personnel, voire la totalité de son personnel, est au chômage forcé. Mais il est toujours syndic de copropriété, il est toujours là pour réagir lorsque quelque chose doit se passer. Il a moins de moyens, nécessairement, même pas les moyens judiciaires, parfois, parce qu'on l'a dit, les tribunaux ne fonctionnent plus ou fonctionnent très mal, et on peut le comprendre. Mais il est malgré tout syndic de copropriété. Donc après, ça peut être une négociation avec le syndic, mais juridiquement, sur quelle base prévoir une diminution des honoraires, ça me semble un peu… Je me souviens des discussions que j'ai pu avoir par le passé sur la négociation des honoraires. J'ai vu aussi des choses totalement incroyables de surinvestissement du syndic. Je connais un syndic qui a donné son numéro de portable alors qu'il le donnait absolument à personne, à toute sa clientèle. Donc, en disant, voilà, oui, il y a le Covid, oui, c'est compliqué, mais je serai là. Je pense qu'après cette période compliquée, il changera peut-être de numéro, mais voilà, il s'est surinvesti. Et il y a beaucoup de professionnels qui s'engagent et qui passent peut-être même plus de temps, différemment, pas de la même manière. Mais voilà, tout à l'heure, vous évoquiez la situation, comment trouver un partenaire fournisseur valable qui puisse intervenir dans les temps. Peut-être que pour le coup, on va passer 2 heures à chercher quelque chose qu'on aurait mis 5 minutes à faire en temps normal. Donc, la négociation et les arguments sont aussi des deux côtés. Je pense ça, on peut le faire valoir en tant que professionnel. Oui, et le fait de parfois visiter les immeubles, aller voir telle difficulté qu'on vous a signalée ou que le conseil syndical vous a signalé. Je pense que vous êtes syndic de copropriété 24h/24. Et ça, pas mal de gens qui sont avec nous le savent. Donc, là aussi, on peut peut-être comprendre la demande exprimée par certains copropriétaires. Je ne pense pas que ce soit la majorité des copropriétaires qui fassent cette démarche. Ils comprendront suffisamment les enjeux également de problèmes, les difficultés concrètes auxquelles se heurte également le gestionnaire. Encore une fois, même si on peut avoir certains médias qui nous disent le contraire, dans la grande majorité des syndics que je connais qui me disent que leurs clients sont parfaitement satisfaits de leur service et ne voudraient pas changer de syndic de copropriété. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus une démarche qui va être généralisée. Et encore une fois, il y a des arguments qui sont susceptibles d'être apportés par le syndic de la copropriété pour faire en sorte qu'on voit qu'il a travaillé même de chez lui, mais il était là également pour réagir à un certain nombre de choses. Il était là pour éclairer aussi parfois les copropriétaires. Et j'ai vu des hypothèses, ça peut être marginal, mais j'en ai entendu parler dans la semaine qui s'est tenue, des syndics de copropriété qui avaient tenu des réunions de conseils syndicaux ou des réunions d'assemblée générale via la visioconférence, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, le syndic est toujours là, il est toujours présent, il est susceptible d'intervenir, il est toujours gestionnaire de la copropriété. D'accord. Alors, Gwen intervient et nous dit, nous avons démissionné de notre fonction de syndic pour une copropriété en respectant le délai légal de 3 mois, application à mi-mai. Est-ce que l'article 22 nous est opposable? Doit-on attendre que les copropriétaires convoquent une nouvelle AG et la désignation du nouveau syndic? À ma connaissance, non. Alors, après, je dirais que c'est plus de l'opportunité qu'autre chose. Mais lorsque vous exprimez une décision de mettre fin au contrat via une démission, que le contrat soit encore en vigueur 6 mois, 3 mois ou 1 an, le contrat prend fin au moment de l'expiration du délai de préavis. Donc, on est dans une hypothèse où la copropriété sera dépourvue de syndic. Maintenant, la décision me semble pas susceptible de dérogation liée à l'article 22. L'article 22 ne repousse pas
obligatoirement les contrats de syndic pour ceux qui ne veulent plus gérer le syndicat des copropriétaires. Donc, pour moi, non, la décision du syndic de mettre fin de manière anticipée à son contrat ne se heurte pas aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance. On n'oblige pas quelqu'un à rester dans le contrat. On permet la prorogation du contrat, mais le contrat qui devait se terminer de par la volonté du syndic de copropriété, la volonté unilatérale exprimée via la démission, ne me semble pas se heurter à l'article 22 qui va les obliger, en quelque sorte, je pense que c'était ça la question, ne va pas les obliger à demeurer syndic de copropriété jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 22. Ok. Alors, je regarde également les autres questions. Alors, il y a des observations qui sont faites et des réponses qui sont proposées. On peut peut-être, pendant que je regarde, pour éviter de prendre du temps à tout le monde, pendant que je regarde et que je fais un tri sur les questions, que je les étudie, on peut peut-être évoquer la visioconférence. On peut évoquer la visioconférence et j'en profiterai pour également parler du vote par correspondance, puisque ce sont des aspects qui sont liés. Vous savez que ce sont des aspects qui ont été mis en place par la loi Elan, cette fois du 23 novembre 2018. Alors, il y a eu des modifications qui ne vont pas entrer en vigueur. Et là également, si vous me le permettez, j'aborderai cette question-là pour vous laisser le temps d'aborder et de traiter les questions qui ont été posées par les participants. Donc, d'abord, la loi Elan. La loi Elan a prévu, c'est l'article 17.1a nouveau de la loi 1965, deux modalités de vote spécifiques. C'est la visioconférence et c'est le vote par correspondance. Alors, s'agissant de la visioconférence, il y a d'ores et déjà un texte qui est intervenu. C'est un décret qui date de juin 2019 et qui a prévu les modalités d'adoption de la possibilité par l'Assemblée générale de voter par le biais d'une visioconférence ou de s'exprimer par visioconférence. Le décret, d'ailleurs, est un peu plus explicite que la loi, puisqu'on parle de visioconférence, d'audioconférence. La loi nous parlait d'autres procédés de vote électronique. Et donc, on l'a dit, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, un certain nombre de syndics avaient posé la question à des assemblées générales antérieures, donc après le mois de juin de l'année dernière, et certaines assemblées générales avaient d'ores et déjà voté la possibilité de mettre en place ces dispositions électroniques, ces procédés électroniques permettant le vote par visioconférence ou audioconférence. Et un certain nombre d'assemblées générales, j'en ai entendu parler, se sont effectivement réunies via la visioconférence. Ce texte-là est applicable. Actuellement, il est ce qu'on appelle de droit positif. Vous savez que l'ordonnance Elan est intervenue pour modifier certaines dispositions qui avaient été prévues par la loi Elan en matière d'expression des votes lors d'assemblées générales, mais par le biais de simplement le formulaire de vote par correspondance. Ça n'a rien touché à la visioconférence. En revanche, les assemblées générales qui n'ont pas voté cette modalité d'ores et déjà, et peut-être que ça va permettre à certains copropriétaires de montrer ou en tout cas de percevoir les intérêts d'une possibilité de s'exprimer par visioconférence, parce que, bien entendu, là, c'est trop tard. En tout cas, pour moi, c'est trop tard pour voter cela si la période de confinement se prolonge. En revanche, pour les années à venir et pour d'autres circonstances qui pourraient intervenir, imaginons que l'année prochaine, il y ait à nouveau une épidémie de Covid-19, on croise les doigts, mais ça peut toujours arriver, on aura peut-être les intérêts de la visioconférence. Donc ça, c'est du droit positif et ça a pu marcher dans un certain nombre d'assemblées générales. Pour ce qui est maintenant du vote par correspondance. Une autorisation de mémoire. Moi, je ne l'ai pas pratiqué, je n'ai pas eu le temps avant de céder le cabinet, mais de mémoire, il faut une autorisation préalable pour la visioconférence. Oui, ce n'est pas un procédé comme on le fait d'ailleurs ici ou comme on le ferait par Skype. Il faut quand même un procédé sécurisé qui permette de s'assurer de l'identité des personnes qui sont présentes via la visioconférence, avec des allègements dans le décret 67. Les articles du décret de juin 2019 sont venus
indiqué quelles étaient les modalités spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui s'exprime par visioconférence n'a pas, bien entendu, à émarger la feuille de présence. Il y a également des questions liées à des coupures de connexion lors de cette assemblée générale qui peut se tenir pour certains par visioconférence. Mais c'est du droit positif, c'est du droit qui est effectivement applicable aujourd'hui. S'agissant je me permets juste, Jean-Marc, de rebondir sur une question qui est liée à ce qu'on dit maintenant, où on me propose de bricoler, entre guillemets, c'est bien mis entre guillemets, hein, une tenue virtuelle avec le CS en visio pour les AG convoqués et profiter du 25-1 pour alléger les futures convocations à situation exceptionnelle. Moi, je prends la liberté de donner mon point de vue là-dessus. C'est toujours pareil. On a des situations qui sont compliquées. Pour moi, tenir en l'état, faire ce qui est proposé, c'est s'exposer. Pour autant, on va notifier, le délai va courir, et puis peut-être que le vice sera couvert. Après, c'est prendre un risque. Dans tous les cas, c'est prendre un risque. Vous avez peut-être un point de vue là-dessus en tant que… Alors que j'ai bien compris, on propose de tenir une assemblée générale virtuelle. Oui, virtuelle. Alors la difficulté, j'ai posé plusieurs fois la question, je n'ai pas nécessairement eu une réponse. Depuis le départ d'ailleurs, je me suis posé la question dès la parution de la loi Elan du 23 novembre 2018, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer une assemblée générale entièrement virtuelle? Parce que on est dans une période qui conduit à se poser la question, est-ce qu'on peut se réunir? Moi, la difficulté que j'y vois, c'est qu'on maintient malgré tout un certain nombre de dispositions classiques du statut de la copropriété et notamment du décret de 1967 sur la tenue des assemblées générales. Je veux dire par là qu'on va avoir déjà une difficulté, c'est pour le président. Le président doit signer la feuille de présence. On doit désigner un président. Est-ce qu'il ne faudrait pas un secrétaire qui rédige le procès-verbal? Est-ce qu'on peut imaginer que le secrétaire ne soit pas là? Parce que l'idée de la loi Allure, de la loi Elan, pardon, je termine, à l'origine, c'était de dire certains copropriétaires. Même si le terme certain n'est pas indiqué dans la loi, on peut s'exprimer par le biais d'une visioconférence. Mais ne faut-il pas, à ce moment-là, prévoir un secrétaire de séance, comme le veut le décret? Ne faut-il pas prévoir un président? Est-ce qu'un président, on dit que les personnes qui votent par visioconférence sont dispensées de signer la feuille de présence. Quid du président? Est-ce que le président est compris dans les textes sur la visioconférence? En d'autres termes, est-ce qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y ait un président de séance qui soit désigné par une AG virtuelle qui ne signerait pas la feuille de présence alors qu'on nous dit que la feuille de présence doit être signée par le président de séance? Est-ce que le texte donc, qui prévoit la dispense peut s'appliquer également au président? Et donc, ça veut dire, est-ce qu'on peut tenir une assemblée générale avec 100 personnes? Le syndic de copropriété serait présent comme vous et tous les participants qui sont ici à cette assemblée générale. Moi, j'ai vu passer des posts, des commentaires sur notamment LinkedIn là-dessus. On peut très bien imaginer aussi que la feuille de présence soit numérique, qu'on puisse la signer à distance, que le président de séance soit à distance, qu'il se tienne à distance et qu'il reste président de séance. En soi, on peut effectivement avoir des feuilles de présence je peux l'imaginer. Et je complète la question de tout à l'heure. L'idée que je comprends différemment à la lecture de ce deuxième message et dernier message, l'idée c'est surtout d'avoir une assemblée entre guillemets bricolée pour pouvoir reconvoquer à l'article 25.1 sans les annexes. C'était un peu ça l'idée proposée. La question se pose encore aujourd'hui. Elle peut se poser aujourd'hui. Je vais y répondre, mais ça rebondit sur un autre point que j'évoquerai tout à l'heure, c'est le report de l'entrée en vigueur de l'ordonnance Elan, puisqu'on avait la date, on a toujours la date du 1er juin 2020 pour l'entrée en vigueur. Il faut qu'un décret qui est en cours de rédaction, d'après ce que je sais, vienne préciser un certain nombre de dispositions issues de l'ordonnance Elan du 30 octobre 2019. 25.1
la deuxième assemblée générale sera supprimée par l'ordonnance Elan. Ça, il faut le savoir. Donc, toutes les assemblées générales qui se tiendront après l'entrée en vigueur, pour le moment, la date du 1er juin est maintenue, même si, disons que le gouvernement n'est pas hostile aujourd'hui à un report, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ il y a une semaine, par exemple. Il avait été dit que le gouvernement n'envisageait pas de reporter la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance Elan, alors qu'aujourd'hui, on a certains bruits qui ne sont que des bruits, qui montreraient que, eu égard à l'ampleur des difficultés et peut-être à l'impossibilité de promulgation d'un décret, le décret d'application qui est en cours de discussion au 1er juin, on pourrait reporter la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance Elan. Mais aujourd'hui, on a toujours cette possibilité de recourir à l'article 25.1, je reviens à la question initiale. Ça me semble être un peu du bricolage. J'ai peur qu'on se fonde sur, on se fonde sur un aspect qui théoriquement pourrait être envisageable, mais qui me semble pas, faute d'avoir… Parce que lorsqu'on a une assemblée générale, il ne faut pas détourner quand même les textes. Je réfléchis en même temps que je vous parle. 25.1, c'est l'hypothèse où on a le tiers, on n'a pas le tiers des voix de tous les copropriétaires qui va dans le sens d'une approbation d'un projet de résolution. Ça voudrait dire que tout le monde ne s'est pas connecté et qu'on a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale. On sait que ceux qui n'ont pas les moyens de s'exprimer par le biais d'une visioconférence ne vont pas pouvoir s'exprimer. On ne peut pas voter par correspondance et bien entendu, on ne peut pas venir à l'assemblée générale. Donc, on dit seuls les copropriétaires qui peuvent s'exprimer par visioconférence pourront voter. Et si on a le tiers, j'ai bien compris, on convoque une deuxième assemblée générale. J'ai l'impression que, moi ça me dérange parce que c'est une façon de dire on va convoquer tout le monde, mais comme pas mal de copropriétaires ne pourront pas s'exprimer parce qu'ils ne vont pas pouvoir le faire via la visioconférence. Et puis encore une fois, encore faudrait-il que pour qu'on puisse faire une visioconférence, le syndicat des copropriétaires ait décidé en AG. C'est bien ce que nous dit le décret de 1967 aujourd'hui. Si on n'a pas de décision d'AG qui valide le fait de déterminer les modalités de convocation d'une assemblée générale dite virtuelle, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc, je pense que la question peut être réglée assez facilement. Est-ce que l'AG a déjà décidé antérieurement, on l'a dit, c'est rare, qu'on allait procéder de telle manière. On va définir les modalités d'organisation de la visioconférence. Pour ensuite, pendant la période de confinement, réunir une assemblée générale, ça me semble difficile, en tout cas ça me semble impossible si l'assemblée générale n'a pas préalablement décidé de déterminer les modalités de cette visioconférence. Bien, il y a toujours un compteur assez élevé de questions. On peut peut-être évoquer, parce que j'ai vu passer pas mal d'observations, pas mal de souhaits là-dessus, le vote par correspondance et l'attendu finalement de l'attente justement du décret d'application et justement une certaine volonté d'acteurs de précipiter ce décret et de l'obtenir de manière à pouvoir tenir les assemblées générales avec le vote par correspondance cette fois-ci. Alors, les réactions ont été assez rapides lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré et que le confinement a été hautement recommandé par les autorités publiques. C'est tout ouvert, on a le vote par correspondance. Alors là aussi, je fais un rappel, ce vote par correspondance a été remanié, même si ce n'est pas encore entré en vigueur, a été remanié assez fortement par l'ordonnance Elan du 30 octobre 2019. Mais l'idée de vote par correspondance reste toujours d'actualité, à ceci près que vous évoquiez un décret, l'ordonnance de 2019, l'ordonnance Elan, est venue préciser que ça pourrait se faire par arrêté. L'arrêté étant plus facilement susceptible d'intervenir, plus rapidement et plus facilement qu'un décret en Conseil d'État, puisqu'à l'origine, c'est un décret en Conseil d'État qui était prévu. Pour tout vous dire, j'ai vu le projet d'arrêté, il est dans les tuyaux.
actuellement, mais il n'est pas encore intervenu. Alors certains, effectivement, disent qu'il faudrait que ça puisse être quelque chose qui intervienne dans les jours qui viennent pour permettre justement à ces assemblées générales de se réunir dans des conditions un petit peu particulières. Oui, bien entendu, ça peut être tout à fait jouable. Et pardonnez-moi, mais si l'arrêté intervient, et lorsqu'il interviendra, il faudra d'abord voir quel est son contenu, mais j'aurais aussi la même remarque que celle que je faisais tout à l'heure, quid de l'intégralité des personnes qui souhaiteraient voter par correspondance parce que toujours confinées chez elles. Si l'arrêté ne prévoit pas ce que peut notamment prévoir le décret de 1967, c'est-à-dire la possibilité de tenir une feuille de présence par la voie électronique, la dispense de vote, de signature de cette feuille de présence, à ce moment-là, on se poserait la question, est-ce qu'on peut avoir une assemblée générale qui puisse se tenir via uniquement les formules de vote par correspondance, c'est-à-dire que le syndic reçoive par la poste, on va voir si ça marche, mais reçoivent les formulaires de vote par correspondance, fassent un état des questions et des réponses qui ont été apportées par les copropriétaires, je vote pour, je vote contre, je m'abstiens, et ensuite signer quoi, un procès-verbal, mais là encore, qui signe le procès-verbal? Parce que je rappelle que pour la visioconférence, de mémoire, je ne crois pas me tromper, mais je peux me tromper, mais la signature de la feuille de présence avait été évoquée par le décret d'application sur la visioconférence. Pour la feuille de présence, je ne me souviens pas avoir vu quelque chose de passer. Donc, est-ce qu'un président de séance virtuelle par visioconférence, ou est-ce qu'un président de séance, mais comment alors, désigné par qui, comment, par formulaire pourrait signer le procès-verbal? Là, j'ai davantage de réticence parce que soit l'arrêté prévoit quelque chose de dérogatoire et d'extrêmement dérogatoire par rapport aux dispositions habituelles, soit on a un syndic qui va recevoir les formulaires de vote par correspondance. Imaginons que tout le monde utilise la formule. Il va être secrétaire de séance. C'est l'article 15 du décret 67 qui nous dit qu'il est de plein droit secrétaire de séance. Qui est le président? Ça, on ne le sait pas. Qui est candidat? On ne le sait pas au moment où on envoie le formulaire. Donc, là aussi, le formulaire de vote par correspondance, sauf disposition très particulière dans l'arrêté, mais on va se heurter à la question de qui est président de séance. Je rappelle que le président de séance, c'est quelqu'un qui doit être désigné, puisque faute de désignation, c'est l'intégralité de l'Assemblée générale qui peut être annulée. Là encore, la loi Elan, à l'origine, en 2018, et c'est parfaitement normal, a imaginé de lutter contre l'absentéisme grâce à la visioconférence ou grâce au vote par correspondance. Sauf que on visait la possibilité de s'exprimer lors d'une assemblée générale qui pouvait se réunir physiquement. Ça n'est qu'une partie, c'est en tout cas comme ça que les pouvoirs publics l'ont conçu, ça n'est qu'une partie des copropriétaires qui pourraient voter par correspondance ou par visioconférence. On a essayé d'attirer les décisions ou les votes de ceux qui généralement ne prenaient pas la peine de donner mandat ou d'assister physiquement à l'Assemblée générale. On leur a dit, écoutez, vous avez la possibilité, sans sortir de chez vous, par exemple pour la visioconférence, de vous exprimer lors de l'Assemblée générale. On n'a pas pensé nécessairement, et pourtant c'est arrivé rapidement, puisque 2 ans après, même pas 2 ans après la loi Elan, on a une situation de crise qui pourrait justifier l'emploi de ces mesures-là, mais on n'a pas imaginé que l'intégralité des copropriétaires votent par correspondance ou votent par visioconférence. Et ça montre, non pas les limites du système, parce qu'il y en a toujours des limites, mais ça montre que, vous voyez, sur une période de quelques mois, on peut avoir un outil qui semble susceptible de s'appliquer eu égard aux circonstances exceptionnelles, mais qui n'est pas nécessairement prévu par les textes. Et pour la visioconférence, pour le vote par correspondance, si l'arrêté intervient, est-ce qu'on va pouvoir imaginer l'intégralité de l'Assemblée générale par le biais des votes par correspondance? Ça, j'ai un doute. On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. L'arrêté, encore une fois, il était prêt il y a plusieurs semaines déjà, mais il
il devait passer par un certain nombre de consultations, ce qui est normal, comme le décret d'ailleurs. Hein. Le projet de décret, d'après ce que j'ai compris, a été plus ou moins remanié aussi. Mais on est dans une période, et c'est là aussi, c'est parfaitement compréhensible, où les pouvoirs publics ont autre chose à faire que de s'intéresser parfois à certains textes qui peuvent être importants, mais qui ne concernent pas l'urgence absolue. Peut-être que l'ordonnance a fait en sorte déjà de régler un certain nombre de questions liées au mandat de syndic, parce qu'une question qui n'est pas posée, qui n'est pas résolue par l'article 22, c'est les mandats des conseillers syndicaux. Puisque quand on avait la loi d'habilitation qui est intervenue il y a quelques jours, il était indiqué que le gouvernement était autorisé à prendre par voie d'ordonnance une adaptation du régime de la copropriété, notamment pour tenir compte de l'arrivée à expiration des mandats de syndic. Le notamment arrivée à expiration des mandats de syndic, j'avais lu le texte comme étant susceptible également, en tout cas l'ordonnance qui allait intervenir, susceptible de prendre en compte les mandats des conseillers syndicaux. Ça veut dire que là aussi, on va avoir, à mon avis, là, de plein droit, des mandats de conseillers syndicaux qui vont arriver à expiration. Mais là, automatiquement, il n'y aura pas de prorogation. La prorogation visée par l'article 22 n'est qu'une prorogation relative au contrat de syndic. Donc, on aura, alors de fait, oui, de fait, on aura toujours le syndic qui pourra par téléphone faire en sorte que ceux qui étaient membres du conseil syndical soient consultés, il pourra demander leur avis. Mais attention, sur un plan purement juridique, les mandats de conseillers syndicaux, pour moi, prennent fin à la date prévue, c'est-à-dire la date qui avait été déterminée par l'Assemblée générale qui les avait désignés. Oui, ils ne sont pas concernés par la prorogation. Ils ne sont pas concernés par la prorogation. Ce que semblait dire, enfin, ce que j'avais compris, j'étais peut-être optimiste, mais lorsque j'ai lu la loi d'habilitation qui est intervenue, où le gouvernement avait été autorisé à adapter les règles du statut de la copropriété, il était mentionné pour tenir compte notamment. Le notamment me disait qu'on pouvait avoir une ordonnance un peu plus large quant à son champ d'application, notamment l'arrivée à expiration des mandats de syndic, des contrats de syndic. Sauf qu'on n'a pas pris en compte la situation des conseillers syndicaux, ce qui veut dire qu'on a peut-être des copropriétés déjà qui sont dépourvues de conseil syndical. Le mandat d'un conseiller syndical, comme le mandat d'un syndic, prend fin automatiquement à la date d'expiration de la durée prévue. La date d'arrivée, pardon, de la durée prévue. On a pris en compte la situation spécifique des contrats de syndic, on a dit dans quelles conditions, avec l'article 22. En revanche, on a des copropriétés qui vont être dépourvues de conseil syndical dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Alors, on a des réactions. Les 3 dernières réactions concernent ce qui vient d'être un peu dit sur les votes par correspondance et la visioconférence. Donc, on nous précise que effectivement, on appuie sur le fait qu'il y a un arrêté, mais également un décret, et qu'il faut les deux pour pouvoir avancer sur le vote par correspondance. On nous précise pardon, que… mais l'ordonnance Ceylan est bien venue remplacer l'expression décret en Conseil d'État par arrêté. Moi, donc, je considère que… D'accord. L'AG… Patricia nous dit que l'AG est un débat entre propriétaires d'un même bien et non un formulaire de type sondage. Bon, ça, c'est… J'aurais eu l'avantage de l'avoir lu. Si vous me permettez de rebondir, ça me fait penser. Alors, je sais que certains d'entre vous m'ont déjà entendu le dire parce que je sais qu'il y a un certain nombre de fidèles d'Edilex et que j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs en formation ou en conférence en face de moi. Ils m'ont déjà entendu parfois employer cette expression. Je me réfère toujours à ce que m'avait dit quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Pierre Capoulade, le papa de la loi de 65, qui avait l'habitude de dire que l'Assemblée générale, c'est un lieu de débat, de discussion, ça n'est pas une chambre d'enregistrement. Et tous les problèmes devaient se régler. L'expression n'était pas de lui, mais d'une personne qui avait été elle aussi à l'origine de la loi de 1965, faisait en sorte que on règle les questions autour du tapis vert. Le tapis vert, c'est effectivement l'Assemblée générale. Excusez-moi, mais il va falloir que je résolve un problème technique. J'en ai pour 30 secondes, mais autrement, on va être occupé. C'est les joies du direct. Pardonnez-moi. Mais on doit régler les questions autour du tapis vert. On pourra dire qu'on n'a pas enregistré l'émission avant. Hein. Non, c'est comme on dit dans les concerts, c'est du direct live.
Et le tapis vert, c'est ça. Je dois vous avouer, et ça je l'ai déjà dit et je l'ai déjà écrit, je ne suis pas un fanat du vote par correspondance. Ça peut être effectivement un moyen pour les copropriétaires de s'exprimer quand il y a des difficultés, s'ils ont des situations particulières. Je comprends tout à fait. Mais on doit garder malgré tout l'Assemblée générale initiale, celle qui avait été pensée à l'origine. J'ai l'habitude aussi de comparer la copropriété à une mini-démocratie. Et la mini-démocratie, c'est celle dans laquelle on a la possibilité de s'exprimer, de débattre et de discuter. La jurisprudence, d'ailleurs, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais la jurisprudence souvent met l'accent sur l'utilité du débat et la transcription du débat dans les décisions d'Assemblée générale. C'est-à-dire que la jurisprudence nous dit, par exemple, que c'est au moment des Assemblées générales, on peut voter un texte, on peut voter une résolution légèrement différente de celle qui a été prévue dans l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'on a un échange d'idées, on a des préoccupations qui sont exprimées, on a des risques qui sont mis en avant et on a un dialogue qui fait que oui, on peut adapter légèrement, pas complètement remanier, mais on peut adapter légèrement les termes d'un projet de résolution pour faire en sorte que la décision qui soit votée au final puisse tenir compte des échanges qui ont eu lieu lors de l'Assemblée générale. Et effectivement, lorsque on a un vote par correspondance, on se prive de ce débat. On se prive de cette possibilité de dialoguer, d'être là, d'être à l'écoute. Ce qui a conduit d'ailleurs l'ordonnance Elan à modifier la manière d'appréhender celui qui s'exprimait par un vote par correspondance, alors que le projet qui résulte de l'Assemblée générale est amendé. C'est l'expression nouvelle qui est employée par l'ordonnance du 30 octobre. Donc, je comprends parfaitement la remarque et j'y souscris en grande partie. Il ne faudrait pas priver les copropriétaires de la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, bien sûr, c'est impossible, mais de priver les copropriétaires de cette possibilité de dialoguer, d'échanger lors des assemblées générales. Il y a aussi, d'ailleurs, un aspect, je m'éloigne un petit peu, mais sociologique, c'est que parfois, c'est le seul lieu, c'est le seul moment où les copropriétaires vont tous se voir dans l'immeuble. C'est le moment de l'assemblée générale. Et donc, le formulaire, c'est bien, mais généraliser le formulaire. Au-delà de ça, Jean-Marc, le formulaire, il peut être considéré comme un moyen accessoire de permettre à certains de s'exprimer. Et pour revenir, pour donner une dimension plus psychologique que juridique à la présence et au débat nécessaire, c'est que ça m'est arrivé à l'époque où j'étais syndic, d'avoir des décisions qui ont changé du tout au tout parce que les personnes se sont mises à dialoguer, se sont rencontrées et elles sont rentrées dans la salle d'AG avec des positions bien campées qui se sont assouplies ou d'un côté ou de l'autre. Et ceci a permis d'avoir la décision de prise. Donc, effectivement, il n'y a pas un modèle qui supplante les autres, mais je pense que c'est aussi la possibilité d'unir un petit peu tous les avantages pour avoir un maximum de participation. C'est un peu ça l'idée. C'est ça, c'est vraiment l'idée qu'ont eu les auteurs dans un premier temps de la loi Elan, puis après l'ordonnance Elan, c'est de permettre à un certain nombre de copropriétaires de s'exprimer. C'est la lutte contre l'absentéisme. Encore une fois, on y revient, c'est systématique, c'est l'une des mesures, il y en a eu d'autres dans l'ordonnance Elan, mais c'est l'une des mesures privilégiées par les pouvoirs publics par lesquelles on va lutter contre l'absentéisme et le fait de permettre à les copropriétaires qui ne seraient peut-être pas venus de s'exprimer. On est dans une période aujourd'hui qui fait se révéler à un certain nombre de copropriétaires qui n'avaient peut-être pas de conscience ou de gestionnaires aussi, l'intérêt du vote par correspondance, mais je ne pense pas qu'il faille le généraliser outre mesure. Alors Jean-Marc, j'ai d'excellentes nouvelles. Le compteur des questions ne diminue pas, puisque nous sommes toujours à 24 questions. Il est 15h36. Dans le format qu'on avait préparé, on s'était dit qu'on ferait un webinaire de 2 heures. Je vois qu'il y a 76 participants, donc quelques-uns ont dû s'absenter, peut-être reviendront-ils plus tard. Il y a eu pas mal de questions de poser. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Éventuellement, on pourra reprogrammer en fonction, pareil, de l'actualité juridique, textuelle, gouvernementale,
d'autres webinaires, peut-être même les élargir à cette limite des 100 participants qui nous étaient proposés par l'outil pour changer éventuellement de compte. Alors, sans plus attendre, je propose qu'on déroule les questions et si on a le temps, qu'on puisse aborder celles qui ont été posées hors ligne. Si on n'a malheureusement pas le temps de les traiter aujourd'hui, qu'on puisse éventuellement programmer dans les jours à venir un nouveau rendez-vous. Alors, sans plus attendre, Marie-Hélène nous précise sur une question qui est déjà un petit peu ancienne, puisqu'elle a plus d'1 heure. Donc, il faudrait donc un constat d'impossibilité pour les AG déjà convoqués non tenus par voie simple. La nouvelle convocation devrait indiquer en préambule qu'elle intervient à la suite de l'état d'urgence. En fait, il est proposé de faire un exposé préalable à la convocation. C'est ce que j'ai recommandé à un praticien ce matin, effectivement. Pour les pièces à joindre, peut-on obtenir qu'un texte nouveau prévoit une dérogation ou un dépôt sur extranet? On spécule sur ce qu'on pourrait attendre des pouvoirs publics pour avoir un texte qui nous permette une exonération. Je ne sais pas si ça a déjà été discuté ou pas. À ma connaissance, non, mais on pourrait très bien… Alors, pour un décret, ce serait plus facile, parce que pour le décret de 67, la dérogation pourrait intervenir par décret. Alors que dans le cadre des mandats de syndic, on devait passer par une loi, puisqu'on dérogeait non seulement aux dispositions du Code civil, mais on dérogeait aux dispositions relatives à la loi de 1965. On peut très bien imaginer un décret qui temporairement fasse en sorte qu'on ait une dérogation exceptionnelle. On a d'ailleurs une exception que j'ai soulignée tout à l'heure, mais peut-être pas suffisamment, c'est le caractère rétroactif de l'ordonnance, puisqu'on est bien dans un texte qui nous dit que c'est applicable au contrat qui aurait dû venir à expiration le 12 mars. Donc, on est dans une situation qui est véritablement exceptionnelle et qui amène des solutions exceptionnelles. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un texte qui a une portée rétroactive. Alors, je continue mon déroulé. René nous pose la question, le contrat de syndic est-il automatiquement prorogé jusqu'à la nouvelle AG? Alors, on a eu la réponse avec le texte qui a été commenté tout à l'heure. Oui. Si l'on admet d'ailleurs, parce que je crois savoir de qui il s'agit aussi. Je n'ai pas dit. Donc, si l'on admet, mais je pense qu'il est visible, si l'on admet votre exemple 24 mai, 24 juin, quid des contrats? Cette question, je l'ai vue à plusieurs reprises. Quid des contrats qui expirent le 30 juin 2020? Et ils sont nombreux. C'est-à-dire, on admet l'exemple que c'est le 24 mai, donc on va jusqu'au 24 juin, c'est-à-dire un mois après. Alors, avec la nuance qu'on a fait tout à l'heure sur le 25 et le 26, quid des contrats qui expirent le 30 juin? Là, on va dire que le syndic devra convoquer l'Assemblée générale. Il aura du temps pour convoquer l'Assemblée générale, voire pour la tenue de l'Assemblée générale, puisqu'il y a un mois de décalage. Donc, je pense que oui, pour le contrat de syndic, là, si on a encore une fois, je reviens à ce que dit le texte, si on a l'état d'urgence qui n'est pas prorogé, on croise les doigts, ça veut dire que la personne est toujours syndic de copropriété puisque pas concernée par les dispositions dérogatoires. Dans la mesure où on a l'état d'urgence qui prend fin le 24 mai de cette année, la personne est toujours syndic et donc peut valablement convoquer l'Assemblée générale. Si on lève l'état d'urgence sanitaire et le confinement, c'est-à-dire que l'Assemblée générale peut se tenir 21 jours après la donc le syndic convoquera avant le 30 juin et tiendra l'Assemblée éventuellement après le 30 juin sans avoir la qualité de syndic? C'est ça que vous voulez dire? Avec un décalage, effectivement, avec un décalage. Puisque c'est une question qu'on n'a pas traitée encore, puisque pour beaucoup d'interrogations qui s'étaient faites jour avant l'intervention de l'ordonnance, j'avais eu ce type de questions. Est-ce que je peux convoquer l'Assemblée générale aujourd'hui, quitte à la réunir à un moment où je ne serai plus syndic? Oui, ça, c'est une question qui m'a été posée depuis une dizaine de jours par un certain nombre de praticiens. La réponse est oui. Alors, elle est oui, mais attention également à un certain nombre de pièges. Je pense à un en particulier.
imaginons qu'on soit dans la situation du syndic dont le mandat vient à expiration après la date de la cessation de l'état d'urgence. La personne peut effectivement convoquer l'Assemblée générale, mais 21 jours après, quand l'Assemblée générale va se tenir, la personne n'est plus syndic. On sait très bien, la jurisprudence nous l'a dit à plusieurs reprises, qu'il n'était pas nécessaire que le syndic soit en exercice au moment de la tenue de l'Assemblée générale. Ça n'est pas une condition de validité de l'Assemblée générale. La jurisprudence encore la plus récente nous a dit qu'on pouvait très bien imaginer qu'un syndic convoque l'Assemblée générale le dernier jour de son mandat et qu'on n'avait même pas besoin que le syndic soit en exercice au moment où les copropriétaires recevaient la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. On a aussi une règle qu'on a évoquée tout à l'heure au moment de l'Assemblée générale, dans la mesure où on n'a pas besoin de syndic, on n'aura pas non plus de secrétaire de séance. Sauf qu'on le sait, c'est l'article 15 que je citais tout à l'heure du décret de 1967, que les copropriétaires peuvent désigner quelqu'un d'autre en tant que secrétaire de séance. Donc, on peut très bien réunir l'Assemblée générale, faire en sorte de dérouler l'ordre du jour de l'organe délibérant jusqu'à la décision de désigner le syndic. Une fois que le syndic est désigné, il peut être secrétaire de séance, c'est-à-dire que la personne qui a été initialement désignée secrétaire de séance passera la main au syndic de copropriété désigné dont le mandat prend effet au jour de l'Assemblée générale, prend effet immédiatement. On prendra soin, Jean-Marc, on prendra soin de nommer un copropriétaire comme secrétaire, le syndic n'ayant plus un mandat effectif, de manière à éviter une annulation ou un risque de Bien sûr. Voilà. En début d'Assemblée générale. Quitte à ce que dans les faits, le syndic, lui, il prenne note et il se considère de facto comme secrétaire. Alors, rédiger son PV après. Attention, parce que là, je me réfère à la pratique habituelle qui me semble en phase avec les textes, qui consiste dans le fait que le syndic, enfin l'ancien syndic, le candidat syndic, il est étranger, la réunion est privée, il ne doit pas être là. En dehors de la salle, et qu'au moment, c'est ce qu'on fait également dans les hypothèses de renouvellement des mandats de syndic, lorsqu'il y a des candidats syndics qui se présentent en même temps que le syndic sortant, les candidats syndics restent en dehors de la salle, et lorsqu'il s'agit de passer à la question de la désignation du syndic, le candidat syndic, en l'occurrence pour nous, l'ancien syndic, se présentera lors de l'AG, il rentrera dans la salle, le vote s'effectuera, et ensuite il sera désigné secrétaire de séance. On comprend, attention, en revanche, oui. C'est typiquement le genre de texte où on le comprend juridiquement, mais dans les faits, on imagine un syndic où tout se passe bien avec ses copropriétaires, qui fait face à la situation, qui prévoit tout ce qu'il a à prévoir, et il va devoir dire à ses copropriétaires, je reste dehors parce que c'est plus sûr, parce que ça risque d'être compliqué à expliquer. Oui, mais alors, je suis d'accord avec vous, le contexte est vraiment inédit, sauf qu'on arrive à le comprendre lorsque les candidats syndics se pressent à la porte. Je pense qu'il faudra quand même l'expliquer. Il faudra éviter malgré tout que le syndic, comme vous l'évoquiez, puisse dans les faits rédiger le procès-verbal d'Assemblée générale, même si c'est un secrétaire autre que lui qui a été désigné officiellement, on va dire, par les participants. La solution qu'on évoque en ce moment est parfaitement viable, sauf qu'il faut bien se rendre compte, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'il y aura malgré tout un décalage entre le moment où le mandat du syndic prendra fin, puisque, encore une fois, ce sera un syndic qui ne sera pas concerné par l'article 22 de l'ordonnance, et le moment où l'Assemblée générale va se tenir. Quid de cette période-là qui peut être plus ou moins longue? Il peut y avoir 2 semaines, 3 semaines dans le pire des cas. Ça veut dire que pendant 3 semaines, l'ancien syndic n'aura plus la possibilité de gérer la copropriété. Colette le syndic ne pourra faire aucune démarche. Il n'est plus du tout le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Il doit abandonner, la jurisprudence est très, très claire là-dessus, il doit abandonner du jour au lendemain l'administration du syndicat des copropriétaires. Il ne peut pas, vous connaissez comme moi les arguments que certains notamment ont mis en avant, le syndic qui gère les affaires courantes entre la fin de son mandat et sa désignation à nouveau par l'Assemblée générale
la jurisprudence dit que ça ne marche pas. Le syndic qui sera un syndic de fait, qui gérerait de fait avec l'aval éventuellement de tous les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, ça ne marche pas. L'argument classique en droit des contrats qui consiste à dire le syndic gère les affaires du syndicat des copropriétaires, le concept de gestion d'affaires, je rends service aux copropriétaires pour éviter qu'ils soient embêtés parce qu'il va falloir signer un PV de réception, parce qu'il va falloir faire une déclaration de sinistre, parce qu'il y a eu un problème dans l'immeuble. Non, la Cour de cassation a toujours refusé le concept de gestion d'affaires. Et on n'a pas cette possibilité de dire que le syndic reste en fonction pendant une certaine période après la fin de son mandat. C'est vraiment automatique. C'est une fin de plein droit. Donc, que se passerait-il si un syndic de copropriété continuait à gérer la copropriété? Peut-être pas grand-chose, mais imaginez qu'il y ait un souci, imaginez qu'il y ait une formalité juridique ou administrative à faire alors que la personne n'est plus syndic de copropriété. On parlait tout à l'heure du registre national des copropriétés. Le registre national sait très bien à quel moment un contrat de syndic prend fin. Tous ceux qui nous écoutent et qui sont syndics de copropriété savent qu'ils reçoivent des alertes régulièrement du registre national des copropriétés leur disant « Vous êtes syndic jusqu'à telle date, pensez à nous préciser si vous êtes toujours syndic après ». Donc, on saura exactement à quel moment le contrat de syndic prend fin. La Cour de cassation nous a également indiqué… Je confirme, il y a pas mal de relances, effectivement, du registre de copropriété. Automatique. Et la dernière question à laquelle on peut… Moi, la question m'avait été posée une fois, mais la jurisprudence y a répondu il y a quelques années. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, via la deuxième Assemblée générale, c'est-à-dire l'Assemblée générale, via la deuxième Assemblée générale, celle en tout cas qui va être convoquée après la fin du confinement, est-ce qu'on n'a pas la possibilité, dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale, de valider rétroactivement, en quelque sorte, ce qu'a fait le syndic de copropriété alors qu'il n'était plus en fonction? C'est-à-dire pour valider la période de quelques jours ou de quelques semaines pendant laquelle le syndic a malgré tout géré de fait la copropriété alors que son mandat avait pris fin. La Cour de cassation nous a dit très clairement qu'il y avait une impossibilité pour l'Assemblée générale de faire remonter rétroactivement l'entrée en vigueur du contrat au jour de l'expiration du précédent contrat. Parce que ce serait, à ce moment-là, ouvrir la porte à un certain nombre de dérives. On est, là encore, je me répète, mais face à des dispositions impératives, on ne peut pas, même à l'unanimité de l'Assemblée générale, faire en sorte que le contrat soit validé rétroactivement. Donc, attention à cette période-là. Il ne faut pas être, disons, regardant sur les dates. Il faut, je pense, de façon anticipée, en prévoyant. On sait ce que dit l'ordonnance aujourd'hui. Pour ceux qui auraient leur contrat qui prend fin après la période prévue, la période de faveur, que j'appellerais comme ça, la période de faveur de l'article 22, il faut qu'ils anticipent sur le fait qu'ils convoquent l'Assemblée générale sans attendre le dernier moment de leur mandat, qu'ils anticipent au moins sur les 3 semaines avant la fin de leur mandat. Parce qu'autrement, le syndicat sera dépourvu de syndic. On ne sait pas ce qui peut arriver dans cette période-là. Ils vont mieux être prudents. Alors, c'est très agréable parce que finalement, on a maintenant 28 questions-réponses. Donc, plus ça augmente. Donc, on n'aura pas l'occasion de répondre ici aux 28 questions et on n'aura pas non plus l'occasion d'aborder les questions qui ont été posées en amont, en dehors de la session. Donc, on vous tiendra tous naturellement informés. J'ai envie de sélectionner 2 petites questions avant de pouvoir conclure. Alors, la première, c'est Jean qui nous pose la question. Là, on est sur des délais d'approbation des comptes. Et la deuxième, c'est aborder, au moins pour mémoire, puisque ce n'est pas nécessairement notre domaine premier, le cas des employés gardiens. On a une question là-dessus. Donc, les dépassements, Jean nous dit les dépassements du délai de 180 jours pour approuver les comptes 2019, si l'AG se passe après le 30 juin, ne pose-t-il pas un risque d'invalidation des décisions de l'AG par un copropriétaire? Et dans le même sens que cette question-là, j'en ai vu une autre que je n'ai plus sous les yeux, mais voilà. C'est Marie qui nous demande « Bonjour, une prorogation du délai de 6 mois de la tenue d'AG suite à la clôture des comptes est-elle prévue ?» À mon sens, non. À mon sens, il n'y a pas de sanction. Mais naturellement, je vous laisse la parole pour pouvoir répondre, notamment au niveau du risque d'invalidation des décisions de l'AG par un copropriétaire.
Oui, on fait référence ici à cette règle selon laquelle il faut approuver les comptes dans les 6 mois à la clôture de l'exercice, d'où la référence aux 180 jours. Je vous rappelle que ça a été une pratique, on l'avait évoqué d'ailleurs ensemble précédemment, c'était une pratique il y a un certain nombre d'années qui consistait à dire que le syndic pouvait rester en exercice soit jusqu'à la date prévue par son contrat, soit au maximum jusqu'à la date de l'Assemblée générale appelée à approuver les comptes. Donc l'approbation des comptes doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Si on est toujours dans ce délai et on est, je pense, dans une mesure qui rentre dans le cadre de l'article 22 de la loi de 1965, on a la clôture des comptes à un instant T, on a la possibilité d'avoir le contrat de syndic qui est prorogé pour une durée qui, on l'a dit, peut aller jusqu'au 24 novembre de cette année. Je pense qu'on est encore dans les clous pour permettre l'approbation des comptes par l'Assemblée générale des copropriétaires. Je pense qu'on est en adéquation avec les dispositions prévues par l'ordonnance d'hier. Mais autrement, il n'y aura pas de problème de responsabilité pour le syndic de copropriété. Il n'y aura pas de difficulté également liée au compte, puisqu'on sera dans le délai prévu par l'ordonnance pour permettre l'approbation des comptes par l'Assemblée générale. La seule question qu'on se pose en pratique, que j'ai eue à plusieurs reprises, et encore après l'ordonnance, c'est quid du budget prévisionnel? Le budget prévisionnel qui devait être voté demain, par exemple, et qui va devoir être voté, mais qui va être voté au mois de juillet, au mois d'août ou au mois de septembre. Là, on a une période d'incertitude parce que, on l'évoquait tout à l'heure, le syndic de copropriété sera amené à faire un appel de fonds exceptionnel. Mais pour l'approbation des comptes, je ne pense pas qu'on soit dans la difficulté eu égard aux dispositions de l'ordonnance. Quand on vote le budget prévisionnel d'une année, on vote également le budget prévisionnel pour l'année suivante. Donc, à moins de dépasser vraiment à outrance les délais, en termes de budget, normalement, on ne devrait pas être inquiété, sauf à revoir nécessairement le budget s'il y a un déficit ou s'il y a un écart entre le réalisé ou entre les dépenses qui sont déjà engagées et le budget qui était prévu à l'époque. Alors, pour en terminer, avant de vous laisser la parole pour conclure, Anne-Charlotte nous dit: est-ce qu'on peut évoquer le travail des concierges, gardiens et employés d'immeubles pendant cette période d'état d'urgence sanitaire? Merci. Et ça me rappelle la question qui a été proposée hors ligne, qui consistait, alors je vais tâcher de m'en souvenir, je ne l'ai plus sous les yeux, mais la question était le cas d'un gardien ou d'une gardienne qui avait fait jouer son droit de retrait. Oui. Et le syndic en question demandait ce qu'il en était. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur le sujet. Je ne suis évidemment pas un spécialiste du droit du travail. J'ai eu, quand j'avais le cabinet de syndic, j'avais une quinzaine d'employés. Et sur la période de 10 ans où j'ai géré le cabinet, je n'ai jamais eu de circonstances comme ça ou de questions, quelles qu'elles soient, sur le droit de retrait. Le droit de retrait des recherches que j'ai faites est basé sur le fait qu'un salarié qui pense sa santé menacée peut exercer un droit de retrait. Et l'employeur, donc en l'occurrence le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, donc dans les faits, le syndic doit pouvoir justifier de mesures qui évitent tout risque au personnel. Gel hydroalcoolique, process à respecter, les gants, les masques, etc. Dans la mesure où les consignes ont été données, où les produits ont été donnés, où le risque est mesuré et expliqué, le syndicat des copropriétaires a fait sa part des choses. Après, j'imagine bien qu'un syndicat qui voit son salarié utiliser le droit de retrait ne va pas le remplacer, il va passer par une entreprise et il va chercher une solution à court terme pour pallier, comme certains l'ont posé. Je crois que c'était une autre question, ne serait-ce que pour pouvoir assainir les lieux, nettoyer les poignées de porte, etc., et puis sortir les conteneurs d'ordures ménagères. Donc ça, après, c'est plus du concret et du pratique qu'on le vit, et puis on gère l'urgence. On a
énormément, avant de vous laisser conclure, on a eu énormément de questions, y compris des questions qui n'étaient pas nécessairement liées au juridique, comme par exemple, peut-on être contaminé Oui. par le biais d'une VMC? Ça nécessite du temps, une explication technique qu'on ne peut pas tenir aujourd'hui et maintenant. Après, on a eu des questions aussi d'ordre pratique. Je suis syndic, j'ai connaissance d'un cas de coronavirus au sein d'un immeuble. Dois-je prévenir mes copropriétaires? Donc, tout ça, ça peut. On a des questions un peu dans tous les sens et c'est normal vu la situation. Il y a des cas individuels, pratiques, collectifs qui arrivent au fur et à mesure. Il me reste à remercier l'ensemble des participants et à vous laisser la parole pour conclure. On est à 72 participants, donc on a eu très peu de fluctuations. Ça veut dire que 72 personnes ont eu la patience d'attendre 2 heures devant leur écran et on les remercie. On remercie également pour toutes les questions qui ont été posées, que manifestement on peut pas, à laquelle on ne peut pas répondre en tous les cas maintenant. Et puis, Jean-Marc Roux, je me fais le porte-parole de l'ensemble de la communauté, je vais l'appeler comme ça, pour vous remercier pour la qualité de vos échanges et puis remercier Edilex qui a bien voulu avoir l'initiative de cette belle réunion dans un état de confinement pour tout le monde, mais d'échanges et d'échanges productifs, comme on le voit. On a résolu quand même, je vois les chiffres ici, 47 questions, la plupart répondues en direct. Il y a encore 29 questions d'ouvertes. Donc, on a déjà bien travaillé. Oui, merci. Alors, pour rebondir 30 secondes sur la question d'Anne-Charlotte, on est dans l'hypothèse d'une personne qui va devoir gérer l'urgence. Je ne pense pas qu'on puisse reprocher à un concierge ou un gardien d'immeuble le droit de retrait. C'est une appréciation personnelle. Ça pourra parfois, mais dans des cas, je pense, assez limités, déboucher sur une contestation, mais on comprend parfaitement, eu égard à ce qu'on voit notamment dans les médias et aux nouvelles qu'on entend malheureusement assez régulièrement, qu'une personne soit réticente à venir exercer son métier, notamment dans un immeuble qui peut avoir été l'objet d'une contamination. Mais c'est que le syndic, dans ce cas-là, doit gérer au mieux les possibilités qui lui sont offertes par le personnel. Il n'est pas l'employeur du syndic, du concierge ou du gardien d'immeuble, vous l'avez rappelé, mais il va devoir gérer les difficultés concrètes qui se posent, avec notamment cette possibilité, en essayant de rassurer aussi les salariés, cette possibilité qu'il y a d'assurer leur sécurité de façon assez importante. On parlait de mise au chômage également partiel. Alors, ça peut être effectivement une solution. Ça peut être aussi, lorsqu'on a un droit de retrait qui s'exerce, la possibilité, si elle s'offre au syndic de copropriété, de faire appel à une entreprise extérieure pour venir notamment et éviter que la situation se dégrade au sein des parties communes pour ne serait-ce que l'enlèvement des ordures ménagères. Mais c'est une situation qui nécessite malheureusement des ajustements que le droit n'offre pas nécessairement dans les textes. Je voudrais moi aussi remercier toutes les personnes qui ont accepté de se prêter à l'exercice, tous les participants qui ont eu la patience de rester 2 heures à nous écouter et à poser des questions. Merci également à Bertrand pour avoir l'audace peut-être, ce rôle d'intermédiaire entre les participants et puis l'intervenant que je suis. Merci aussi à Edilex d'avoir organisé cette possibilité. Je pense qu'on renouvellera l'exercice. On essaiera également de vous tenir au courant régulièrement des différentes réunions qui pourraient avoir lieu si, comme on le pense, le confinement devait se prolonger. Donc, n'hésitez pas également à nous poser des questions. J'essaierai en tout cas d'y répondre
le plus rapidement possible et le mieux que je peux. Et je vous donne peut-être rendez-vous à une prochaine fois. À très bientôt.